Alors, donc, voici ce que je vais vous présenter. Il faut vraiment penser mondial et agir de façon locale. Alors, vous pouvez voir que c'est un secteur très actif à l'échelle mondiale. Donc, on veut voir quels sont les différents facteurs qui interviennent sur le marché mondial. Et à la fin de mon exposé, je vais vous parler de ce qui se passe du côté local. Mais on se penche vraiment sur les moteurs des échanges commerciaux à l'échelle mondiale. J'aimerais préciser une chose, je crois que c'est très important parce que j'aimerais m'assurer que tout le monde comprend de ce que je veux dire quand je parle d'agriculture plutôt que d'agroalimentaire. On entend souvent parler que le système agricole et agroalimentaire canadien représente environ 8%, c'est ce qu'on dit normalement, du PIB du Canada. Maintenant, je vais écrire 6,7, c'est parce que la méthodologie du calcul des mesures du PIB a été revisée. Donc, beaucoup de gens se servent encore du 8%, ce n'est pas un problème à mon avis, mais les chiffres les plus récents au site web de Statistique Canada indiquent que c'est 6,7%. Mais ça tient compte du système agricole et agroalimentaire entier. Alors, si vous regardez ici au camembert et vous pouvez voir côté production animale et végétale et la fabrication alimentaire, ça représente environ 34% de ce 6,7% du PIB. Alors, quand je parle des échanges commerciaux et je parle d'agriculture et d'agroalimentaire, je ne fais pas référence nécessairement à tout ce que vous trouvez dans ce commentaire. C'est plutôt la production animale et végétale et la fabrication alimentaire. Je ne parle pas du secteur du détail, à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement, je ne vais pas en discuter. C'est pas parce que je pense pas que c'est important, mais c'est parce qu'on voulait se pencher sur ce rapport sur certains aspects et donc on a choisi de se pencher sur les culture et l'élevage et la fabrication alimentaire. Donc, c'est simplement qu'on voulait bien cibler certains sujets. Mais les autres secteurs aussi représentent une partie importante du système agricole et agroalimentaire. Mais ici, je vais surtout parler des productions animales et végétales et de la fabrication alimentaire. Donc, cela dit, voilà les prévisions pour le restant de l'année. J'aime beaucoup ce tableau présenté par le Fonds monétaire international, le FMI. Ça a été mis à jour en octobre, c'est assez récent. On se sert des premiers 6 mois de 2014 et on fait des prévisions pour les 6 derniers mois. Et ensuite, on a un tableau de l'année qui représente ce qui va se passer pendant cette année. Et c'est un tableau qui est très important pour nous. Si on pense aux éléments les plus importants pour le secteur, vous pouvez voir ce tableau. Alors, plus l'orange est foncé, plus la croissance est élevée, ou les prévisions de croissance sont élevées. C'est élevé en Asie. Donc, le vert, c'est à peu près 3%, le vert pâle. Donc, ça, c'est une croissance qu'on nommerait normale. Donc, c'est normal pour les pays occidentaux et ça croît très rapidement, surtout en Asie et dans certaines parties de l'Afrique. Et ça, c'est un des plus grands moteurs pour notre secteur. Le fait qu'il y a encore de la croissance et que la demande augmente dans les pays émergents. Si on examine le portrait pour 2015, les prévisions sont un peu différentes. Je vais vous montrer cela dans un instant. Et vous pouvez regarder, voir où la situation change. Donc, voici ici 2015. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour changer l'image. Donc, si je reviens à 2014 et je passe directement à 2015, vous pouvez voir au moins une ou deux zones où ça va mieux. Pour les États-Unis, ça ira beaucoup mieux, il semble. Tout le monde en parle. Tout le monde dit que les prévisions aux États-Unis sont bien meilleures qu'elles l'ont été depuis 2008 en tout cas. Alors maintenant, les États-Unis sont orange pour 2015. Et si on va
plus loin en 2016, mais bon, c'est des prévisions pour plus d'un an d'ici. Ça veut dire peut-être que la croissance américaine va stimuler la croissance ailleurs, certainement au Canada et peut-être à certains endroits en Europe. Un autre endroit où la situation devient de plus en plus positive, c'est l'Inde, qui était orange, mais qui est orange plus foncé. La situation est très bonne en Inde, leurs prévisions sont bonnes. Un des pays où la situation s'améliore, ou a l'air prometteuse, c'est l'Afrique, mais je ne vais pas en parler. Alors, si on pense à une des choses qui nous a échappé dans le rapport, ou mise de couvrir, je vais dire que la question qu'on a laissée de côté pour ce rapport, c'est peut-être l'Afrique. On va préparer un autre document sur l'Afrique bientôt, notre unité de Financement Agricole Canada. Donc, l'Afrique aussi, la situation est prometteuse. Il y a un grand potentiel du côté de la production et du côté de la consommation. Mais si on regarde la situation, le portrait n'a pas beaucoup changé. Une grande partie de la croissance sera due à ce qui se passe en Asie et ailleurs. Et ça, c'est important. Si on pense aux risques les plus élevés en 2015, il y a un risque peut-être que cette croissance depuis plusieurs années va commencer à ralentir. Moi, je ne l'anticipe pas, mais c'est un risque. Une croissance forte dans les pays émergents. En même temps, les parties qui sont orange sur la carte précédente, orange foncé, sont aussi les endroits au monde où il y a une croissance avec une exception qui est la Chine. Donc il y a la croissance en Inde, en Afrique aussi, on peut voir une croissance très importante pour l'Afrique. Dans les pays occidentaux, il y a peu de croissance ou aucune croissance. Donc, en fin de compte, pour le monde, la population continue à croître. On sera probablement 9,1 milliards en 2050. Mais une chose qu'il faut noter, c'est cette ligne qui descend de gauche à droite, la ligne bleue pâle. C'est le taux de croissance annuelle de la population mondiale. Et ce taux diminue au cours de ces années. La population va continuer à augmenter, mais à un taux. Et en partie de l'augmentation de la population qu'on constate au monde a lieu dans ces pays qui étaient orange sur la carte précédente. Alors, je vais vous poser une question. Quel rang est-ce que le Canada occupe dans le monde en tant qu'exportateur agroalimentaire? Donc, voilà pourquoi on se penche sur la production à la ferme. Enfin, ici, je parle de tout, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Tout le monde sait que nous sommes un grand exportateur. Alors, je crois que la majorité d'entre vous répondrait, peut-être c'est un des 10 premiers, et vous avez raison. Nous sommes le 5e du côté de la valeur absolue de notre production. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse dans la case de discussion. Et quelle position sommes-nous en tant qu'importateurs du côté de l'agriculture et de l'agroalimentaire? Donc, l'agricole et la fabrication des aliments. Quel rang occupons-nous? Vous pensez? J'ai déjà posé cette question auparavant et il y a des gens qui vont dire peut-être on est le 40e ou 20e. Il y a très peu de gens qui savent qu'on fait partie des 10 premiers. Ils savent qu'on fait partie un des premiers et plus importants exportateurs. Et en tant qu'importateur, vous pouvez voir que nous sommes le 6e plus grand importateur du côté de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et nous sommes le 5e plus important
exportateurs. Ce qui est très intéressant, c'est que si on calcule cela par habitant, alors c'est un dessin assez compliqué ici, mais si j'avais à choisir un tableau, vous savez que les économistes adorent les tableaux et je suis économiste, si je devais choisir un tableau de tout ce rapport qu'on a préparé, c'est celui-ci que je trouve le plus intéressant. Alors regardez cette ligne diagonale, la ligne des 45 degrés qui part à 0 et qui pointe vers le nord-est. Tous les pays qui sont en dessous de cette ligne sont des plus grands exportateurs qu'ils sont importateurs. Vous pouvez voir le petit point rouge qui représente le Canada, nous en dessous de cette ligne de 45 degrés. Donc du côté des exportations, nous sommes un plus grand exportateur qu'importateur. Si on examine cela par habitant, penchez-vous sur le cercle rouge, vous pouvez voir que nous sommes le deuxième plus grand exportateur si on calcule cela par habitant, juste derrière l'Australie. Mais au lieu de regarder de la gauche à droite, ce qui mesure l'ampleur de nos exportations par habitant, donc tout est rajusté selon la population. Si on fait le même exercice, on part de 0, on va vers le nord. Vous pouvez voir que nous sommes le plus grand importateur sur une base par habitant. L'Union européenne arrive en deuxième, tout près de chez nous, avec ce gros cercle bleu qui se trouve directement sur la ligne de 45 degrés. Donc, pour l'Union européenne, il y a un équilibre entre les exportations et les importations. Et puis, regardez les États-Unis. Du côté des États-Unis, pour la valeur absolue, il y a plus d'exportation et une plus grande importation que nous. Mais si on regarde où se trouve ce cercle, c'est bien loin derrière nous. La question qu'on m'a souvent posée, c'est que si on examine notre position en ce qui a trait à l'importation, peut-être qu'on fait partie, on est un des plus grands importateurs au monde, est-ce que ça c'est bon ou c'est mauvais? Il y a deux façons de le percevoir, c'est comme si le verre est-il moitié vide ou moitié plein. Du côté négatif, on peut penser peut-être que ce serait beau d'augmenter notre production pour capter une plus grande part du marché. Par exemple, nous avons de grandes exportations de porc, mais nous trouvons toujours du porc américain sur les tablettes, la majorité des épiceries au Canada. Du côté de la biologique, ça va rapidement. Et il y a beaucoup de produits importés biologiques. Peut-être du côté biologique, on pourrait augmenter notre production pour essayer de capter une plus grande part de ce marché au lieu d'avoir recours à des importations. Et pouvoir cibler nos marchés pour capter une plus grande part du marché interne, du côté de la fabrication alimentaire aussi. Mais nous sommes donc l'échangeur commercial en première place. Il n'y a pas d'autres pays qui puissent nous donner des leçons en ce qui a trait à l'ouverture du marché. Pour certains marchés, peut-être que c'est le cas pour les États-Unis en autres pays. Mais s'ils disent que nous ne sommes pas ouverts, nous sommes l'échangeur commercial le plus ouvert. Nous avons des importations pour beaucoup de raisons. Parfois, c'est simplement à cause du fait que nous ne pouvons pas produire certains produits. Mais personne ne peut dire que le Canada n'est pas ouvert. Nous sommes un des leaders du côté de l'ouverture à l'échange commercial. Donc, les États-Unis se trouvent bien loin derrière nous. Le Brésil, en tant qu'exportateur, oui, c'est un important exportateur, mais par habitant, ils ne sont pas dans la même position que nous.
Alors, la Chine et l'Inde se trouvent très près de zéro. Alors, pensez si on pouvait, ou si ces pays pouvaient se déplacer vers le nord-est, ou peut-être plus vers le nord, donc qu'ils importent un peu plus, parce que à cause de la taille du pays, à cause de la population, s'ils bougeaient juste un tout petit peu plus vers le nord, ça ferait qu'il y aurait un marché d'importation beaucoup plus grand. Alors pensez à notre situation et où se trouvent les autres pays. Le Japon, c'est un pays développé, la population est aisée. Du côté des importations, oui, ils ont importé une grande partie des aliments qu'ils vont consommer, mais si on regarde ça par habitant, ils sont peut-être à mi-chemin, ils ont peut-être la moitié des importations par habitant que nous avons. Donc je ne vais pas passer trop de temps à parler de ce tableau-ci. C'est un tableau que vous pouvez trouver dans le rapport. Si vous examinez le chiffre absolu en ce qui a trait aux exportations de bœuf, de porc, de blé et de lait, donc certaines grandes parties de notre marché, on sait en quelle position se trouve le Canada. Vous pouvez comparer avec les États-Unis, l'Union européenne. La Chine a les plus grandes importations d'oléagineux, donc c'est le rang. Alors, ça vous explique pourquoi on a choisi de discuter les pays cités dans le tableau précédent. Donc, je vais me pencher sur certaines des données pour le Canada. La diversification, c'est crucial à l'avenir. Alors ici, on peut voir des éléments de diversification. On se penche sur les exportations, donc de production primaire, des cultures et de l'élevage, des animaux d'élevage, vers les pays de l'OCDE et vers les pays BRIC, donc le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. C'est une façon de représenter les marchés émergents. Ce sont des pays qui ont un impact important au monde. Il y a d'autres marchés émergents, mais ceux-ci représentent une grande partie de ce marché. Alors, deux leçons ici. Le tableau supérieur représente les exportations vers les pays de l'OCDE en bleu pâle et des États-Unis en bleu foncé. Et en bas, on voit les exportations vers les pays BRIC. La Chine est représentée par le vert foncé et le vert pâle sont les exportations vers le Brésil, la Russie et l'Inde. Ce que nous avons constaté, c'est que nous avons diversifié au cours des 5 dernières années nos exportations pour que les États-Unis ne constituent pas un marché si important du côté des produits. Vous pouvez voir que les augmentations des exportations agricoles canadiennes ont augmenté plus rapidement vers les pays de l'OCDE que vers les États-Unis. Donc ces pays-là sont des marchés dans des pays développés, ceci ainsi que le Japon, l'Australie et quelques autres pays. Donc pour nous, c'est une bonne représentation de ce que nous appelons les marchés du monde développé. Et le taux de croissance des pays de l'OCDE, sans les États-Unis, a augmenté plus rapidement que les exportations des produits agricoles vers les États-Unis. En ce qui a trait des pays BRIC, la diversification qui a résulté en une diminution de l'exportation vers les États-Unis a été en faveur de la Chine. C'est là que l'augmentation principale de notre exportation plutôt a eu lieu. La Chine a eu une croissance très importante au cours des 3 ou 4 dernières années. L'Inde aussi se prépare à une croissance importante. Avant la crise de 2008, tout semblait positif pour l'Inde, qui a vécu des moments difficiles depuis, mais maintenant, le pays semble reprendre
le dessus et l'avenir est prometteur. Donc, nous avons réussi à diversifier nos exportations. Si on examine les produits de deuxième transformation, mais là, on se penche sur les États-Unis et les pays de l'OCDE. Vous pouvez voir qu'on a augmenté nos exportations vers l'OCDE et les pays du BRIC, mais les exportations agroalimentaires ont augmenté surtout vers les États-Unis. Nous n'avons pas augmenté nos exportations agroalimentaires à l'OCDE sans les États-Unis. Donc peut-être qu'il y a un potentiel là. Et peut-être que l'AECG pourrait favoriser nos exportations à des pays à l'extérieur des États-Unis en ce qui a trait aux exportations agroalimentaires. Pour les pays BRIC, ça augmente, il y a une croissance. Vous pouvez voir la différence d'échelle entre le tableau bleu et le tableau vert. L'échelle est très différente. Il y a en bas, ce sont des milliards de dollars en haut, et en bas, ce sont des millions de dollars. Donc notre croissance a augmenté vers les pays BRIC, mais on ne l'a pas fait autant qu'il y a eu que l'augmentation des importations vers les États-Unis. Il y a eu peu de croissance en exportation agroalimentaire aux pays de l'OCDE sans les États-Unis. Donc il est bon de pouvoir augmenter nos exportations vers les États-Unis. Donc nous avons su diversifier notre marché d'exportation agricole, mais pas notre marché d'exportation agroalimentaire. Et on peut aussi se pencher sur les produits de deuxième transformation. Donc, la première transformation primaire, c'est l'abattage des animaux, les carcasses de viande, mais il y a eu des changements du côté de la deuxième transformation. La situation a changé, surtout grâce au travail de la CAFI. Alors ici, les barres orange montrent que notre excédent commercial en 2004 était un peu plus de 2 milliards de dollars et passé en déficit commercial d'un peu plus d'1 milliard de dollars en 2013. On a donc perdu de 3 milliards de dollars dans notre balance commerciale. Et les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations. Les exportations ont augmenté et ça c'est positif. Mais le fait demeure que ce que nous importons des États-Unis, ça a augmenté beaucoup plus, en partie à cause de la devise. Notre dollar canadien a commencé à augmenter en valeur en 2005. Il y a aussi des questions de productivité, d'autres facteurs. Si on examine ce même tableau pour le reste du monde, donc sans les États-Unis, c'est semblable. La barre bleue, ce sont nos exportations ont augmenté au cours des 10 dernières années, mais les importations, en ce qui a trait aux produits de deuxième transformation, a augmenté plus rapidement. Voilà pourquoi nous avons cette barre orange qui passe de plus en plus négatif, dans le négatif à partir de 2001. Et donc notre déficit commercial est d'environ 6,8 milliards de dollars en 2013. Et il semble que les tendances ont continué en 2014 et probablement qu'il y aura de nouveau un déficit commercial intéressant. Et donc,
Tout le monde aimerait s'assurer que tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement continuent à augmenter. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on aux États-Unis? Parce que c'est notre plus gros marché pour l'agroalimentaire, 52%. Et nous avons donc un surplus commercial. Mais si on se penche sur l'agroalimentaire qui a un déficit, donc on exporte 17,4 milliards de dollars vers les États-Unis et on importe 18,6 milliards des États-Unis. Et donc c'est une part plus importante du côté de l'agroalimentaire que de l'agriculture. Pour les céréales et oléagineux, il y a un petit pourcentage qui est envoyé aux États-Unis. Donc on a bien diversifié de ce côté-là. Une des raisons pour lesquelles on veut parler de la diversification, c'est parce que ça reflète une stratégie de gestion très saine, la diversification des produits. On ne veut pas être dépendant d'un marché seulement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est augmenter les exportations. Ça fait partie de notre agenda commercial agressif. Donc, on veut chercher à avoir accès à d'autres marchés. Et il s'est passé beaucoup de choses au fil des dernières années. Donc, l'OMG a été un facteur important. On a une bonne relation avec les États-Unis, une bonne relation commerciale avec la Corée du Sud. Il y a aussi le partenariat transpacifique. Donc, je cherche à décrire ce qui se passe. Je vais le faire dans un instant. Mais premièrement, je veux vous dire qu'une grande partie de la discussion quant aux ententes commerciales, c'est lié aux tarifs douaniers. Eh bien oui, ces ententes traitent des tarifs douaniers, mais ça comporte aussi d'autres éléments, dont les règlements, les normes, la reconnaissance des normes des deux pays partenaires à l'accord sont importantes pour trouver des gains du côté du flux des échanges. Nous avons une frontière ouverte vers les États-Unis pour certaines exportations. Il n'y a pas de tarifs douaniers, mais en même temps, la réglementation et donc l'étiquetage du pays d'origine qui est exigé crée des obstacles et des coûts supplémentaires pour les exportateurs pour pouvoir accès à ce marché. Et ça, c'est crucial. Si on examine ces ententes commerciales, une des choses qu'on doit examiner, c'est savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on va faire pour minimiser les coûts associés à l'échange commercial dans d'autres marchés. Un des grands événements de 2014, c'est l'accord économique entre le Canada et l'Union européenne, l'AECG, donc 95% de la réduction de tarifs agricoles pendant une période de 7 ans. C'est un marché de 500 millions de gens, des belles possibilités pour la viande rouge si nous pouvons augmenter nos exportations, augmenter notre production pour ce marché. Il faudra pouvoir satisfaire les normes du marché européen en ce qui a trait à la viande rouge. Et donc, il sera intéressant de voir si nous pourrons le faire. Mais ça représente un potentiel important. Mais de l'autre côté, ça veut dire qu'il y aura des exportations plus grandes de produits laitiers de l'Europe. Donc, peut-être 72 000 livres de fromage. On ne sait pas quelle sera la conséquence sur le marché laitier au Canada, la production laitière. On sait que quand on offre une plus grande variété de produits aux consommateurs, la consommation de la catégorie en général augmente si on offre plus de variétés. Et ce marché va croître quelle que soit la situation. Donc il sera intéressant de voir quelles seront les conséquences. Il y en aura, ça c'est certain. Une chose qui pourrait se passer, c'est peut-être en 2016 que cette
accord sera mis en œuvre. L'accord a été signé, il doit être ratifié par les provinces et territoires et les membres de l'Union européenne. Alors peut-être qu'il sera mis en œuvre en 2016. Et ça va peut-être nous aider à diversifier nos exportations agroalimentaires. Et pour la Chine, c'est maintenant notre troisième marché d'exploitation. La Chine, la population augmente. Nous avons pu diversifier. Une partie importante de notre production ne va plus vers les États-Unis, mais plutôt vers la Chine. Alors, le porc est la protéine animale préférée en Chine, mais les autres aussi augmentent ou sont censés augmenter de part de marché en Chine. Ça sera toujours un pays où on consomme du porc, mais on s'attend aussi à ce que la volaille et le bœuf augmentent du côté de notre part du marché. Alors la consommation va augmenter, mais est-ce que nos exportations vont augmenter vers la Chine? Du côté des importations, voici les prévisions de la FAO OECD, prévisions de 10 ans. Si vous regardez du côté du porc, jusqu'en 2007-2008, la Chine a pu pallier à ces augmentations en consommation par des augmentations en production. Et ensuite, après ça, les importations ont commencé à augmenter. Donc, on prévoit que les importations à partir de la Chine vont augmenter du côté du porc et pour le bœuf. Le bœuf représente une consommation moins élevée, mais les répercussions sur le commerce sont peut-être tout aussi importantes aux conséquences pour le porc. Donc la consommation en bœuf, comme vous pouvez voir ici, augmente à partir d'une base beaucoup plus petite que celle du porc, mais du côté des exportations, si on peut augmenter notre production de bœuf au Canada, ça peut augmenter nos importations vers la Chine. C'est un peu la même chose pour les céréales et les oléagineuses. La Chine est le plus grand importateur d'oléagineux, donc une proportion importante de la production des oléagineux. Et nous avons la capacité d'augmenter notre commerce d'oléagineux avec la Chine. Alors, on doit voir si ça sera un importateur de graines de fourrage, par exemple le maïs. Pour la production porcine, il y a un déclin en Chine là-bas, mais il y a un potentiel. Peut-être le seul bémol, c'est que donc on s'attend à ce que les importations chinoises d'oléagineux et de grains continuent à augmenter, mais à un rythme moins élevé que par le passé. Pour la Corée du Sud, nous avons conclu un accord commercial avec la Corée du Sud. Ça sera mis en œuvre en janvier 2015 et il y aura une diminution des tarifs agricoles à 87%. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur parce que je crois que nous y avons beaucoup à craindre du côté de la Corée du Sud, du côté de leurs exportations agroalimentaires. Ça va nous permettre à avoir une meilleure concurrence avec les États-Unis. Les États-Unis ont eu un accès de libre-échange avec la Corée du Sud depuis plus longtemps que nous et ça va donc servir à équilibrer la concurrence entre nous et les États-Unis. En ce qui a trait aux accords qui n'ont pas encore été conclus et qui sont en voie de discussion, il y a le partenariat transpacifique. Ça, c'est très intéressant. Il y a des pays assez différents, des marchés émergents comme le Vietnam, des importateurs traditionnels d'aliments comme le Japon et des pays d'exportation agricole comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et des pays avec lesquels on est déjà en concurrence comme le Mexique et les États-Unis. Donc certains pays matures, certes du côté des marchés et d'autres qui sont en croissance rapide. Si vous examinez les prévisions de l'OCDE,
Et vous regardez les pays qui font partie du PTP, donc les projections de croissance pour le porc et le bœuf, pour les pays qui font partie des négociations du PTP, et on compare ça avec tous les autres pays. Vous pouvez voir que le rythme de croissance pour le porc, le bœuf et le blé, c'est beaucoup plus important pour le groupe de pays de l'Asie qui font partie du PTP. Donc un potentiel de croissance pour le secteur agricole canadien, pour l'exportation. L'Inde aussi est un pays intéressant parce que nous avons des négociations commerciales continues avec l'Inde. Les chiffres que j'aime présenter, c'est qu'il y a une population de 60 millions de personnes qui ont moins de 25 ans. Ça représente un potentiel important pour la production agricole au Canada. Ce que nous avons fait, c'est un exercice assez simple. J'ai cherché à simplifier ce qui se trouve dans notre rapport publié. Si vous examinez les exportations canadiennes de lentilles vers l'Inde, vous pouvez voir que par le passé, on a pu augmenter notre production. Et vous pouvez voir le potentiel de croissance avec l'Inde. Les revenus vont augmenter et ça va se traduire en pouvoir d'achat pour le consommateur en Inde. Et si on pense aussi à la croissance de notre production avec cette augmentation du pouvoir d'achat du consommateur en Inde, vous pouvez voir une projection qu'on peut voir la ligne en vert là, où on va essentiellement doubler notre exportation du côté des lentilles si on peut augmenter notre production. Donc doubler nos exportations dans les 5 prochaines années. Si on revenait à la première acétate que j'avais montrée, ou de diversification, où on cherchait à accéder à d'autres marchés que le marché américain, alors on a vu comment on pouvait augmenter nos exportations vers la Chine par rapport aux autres pays BRIC. Ici, il y a un grand potentiel et je crois aussi que la situation devient plus prometteuse en Inde après quelques années de difficultés. Maintenant, les prévisions sont positives. Alors j'aimerais laisser un peu de temps pour des questions. Donc, message clé, le commerce est important. Si on pense au système agricole et agroalimentaire, on se fonde beaucoup sur nos échanges commerciaux. Alors, c'est important pour nous. Nous sommes des leaders à l'échelle mondiale du côté des échanges commerciaux agricoles. Nous sommes prêts à conclure des ententes. Et les consommateurs règnent du côté de la filière agroalimentaire. Sur le marché national et international, la chaîne d'approvisionnement a changé beaucoup au fil des dernières années. C'est vraiment axé sur la demande. Le consommateur va obtenir ce qu'il ou elle veut et il faut trouver un bon prix. Et ça, c'est bon pour le marché, ou ça s'applique au marché national et au marché étranger. Mais cela dit, il y a un bon potentiel. Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on pense à cette croissance, on ne veut pas penser qu'elle sera infinie ou sans limite. Alors, en bleu, on voit la croissance au cours des 10 dernières années. Si on compare ça à la croissance anticipée, selon les statistiques de la FAO et de l'OCDE, donc ce n'est pas que le marché rapetisse, mais c'est que l'augmentation ne se fait pas au même rythme. À l'exception du bœuf, il y a un grand potentiel là. Il faut simplement pouvoir augmenter notre production. Parce que les perspectives sont très positives. Mais pour tous les autres secteurs, la croissance est en train de ralentir. Donc la croissance continue, mais plus lentement. Alors, si on examine les 10 prochaines années,
Bien, je voulais m'assurer que vous pouviez lire ce tableau. Si vous examinez ce tableau jusqu'en 2023, selon les chiffres de l'OCDE FAO, il y a une croissance partout, mais il faut se souvenir que le taux de croissance, le rythme de croissance que nous avons vécu, que nous avons vu sur le marché va probablement ralentir. Et ça, c'est logique parce que les perspectives économiques du côté de la croissance des revenus est positive. La population continue à augmenter, mais à un rythme de plus en plus lent. Et peut-être même que ça va ralentir en Chine. Une des choses en notre faveur, c'est que la croissance de l'Inde va peut-être contrecarrer cela. Mais il faut se souvenir qu'à un moment donné, ces taux de rythme qui ont été assez extraordinaires au cours des dernières années vont commencer à ralentir un peu. Notre compétitivité dépend de plusieurs facteurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Par exemple, la valeur de la devise. Je ne crois pas que les entreprises peuvent avoir une influence directe sur la valeur de la devise, mais la valeur de la devise influence notre capacité de percer différents marchés. Nous pensons que le dollar canadien va rester assez basse à cause du prix du pétrole, à cause des équilibres des relations avec les États-Unis. Probablement que le dollar canadien va demeurer dans la zone de 85 à 90 cents américains. Je ne crois pas que c'est intelligent de prévoir que ça sera le cas pendant longtemps. Je crois que ça va peut-être prendre un peu de temps avant que cette valeur remonte. Les taux d'intérêt sont en notre faveur. Ils sont très bas et je pense que ça va demeurer bas pendant un an au moins et ça nous permet d'investir, de bien se positionner pour la production future. Alors l'accès au marché, comme je l'ai dit, est en notre faveur aussi. Nous avons su négocier de bons accords commerciaux et si nous pouvons profiter des possibilités d'accès au marché que ça nous présente, nous serons en bonne position. Nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur la croissance économique mondiale, mais les perspectives pour 2015, du moins, sont positives. Il y a certains endroits où on voit un ralentissement, mais je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de conséquences de ce ralentissement dans les marchés alimentaires, mais plutôt les marchés industriels et les marchés de l'énergie. Donc du côté agroalimentaire, je crois qu'on est protégé pour le moment. Un des facteurs qui va déterminer notre capacité d'accroître notre production, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est un des plus grands défis auxquels on fera face en 2015. Le salaire agricole augmente plus rapidement que le taux d'inflation, mais dans certaines provinces comme la Saskatchewan ou l'Alberta, on ne peut pas combler l'écart entre les salaires agricoles et les salaires du restant de l'économie. Donc, les entreprises doivent vraiment y réfléchir. Et, en fin de compte, la seule chose sur laquelle on a le contrôle, et ça vaut la peine de souligner cela, nous avons bien réussi par le passé parce que nous avons fait preuve de bonnes innovations et nous avons été très efficaces. Donc, ce sont des choses que nous pouvons faire. Nous devons continuer à innover, nous devons continuer à chercher à être plus efficace du côté de la productivité et de la main-d'œuvre. Et ça, c'est pas facile vu les conditions du marché de la main-d'œuvre dans le pays. Mais nous allons continuer à réussir. J'ai toutes les raisons de croire que ce sera le cas. Nous allons continuer à innover et être efficaces parce que ce sont des facteurs sur lesquels nous avons le contrôle et qui expliquent aussi notre présence sur la scène mondiale. Donc, je vais m'en tenir à cela. Et je vais demander à Brent d'animer la séance des questions et réponses. Merci beaucoup, JP. Il y a quelques questions qui ont déjà été présentées. Y a-t-il des politiques gouvernementales en ce qui a trait à l'alimentation ou à l'exportation dans
au Canada qui stimulent ou qui défavorisent notre potentiel pour les échanges commerciaux? Bien, au Canada, je ne crois pas que ce sont les politiques qui sont les facteurs les plus importants du côté des tendances que nous avons observées, euh, du côté des flux des échanges commerciaux. Alors, des fois, on dit que du côté de la transformation alimentaire, qu'il y a peut-être des problèmes du côté des politiques, mais nous avons des normes assez élevées au Canada. Elles sont élevées par rapport aux normes de d'autres pays exportateurs, mais je crois que ça va plus loin que cela. On doit vraiment tenir compte de notre productivité. Il était un temps où, quand on pensait du secteur de la transformation alimentaire, donc entre 2010 et 2013 ou 2012, là, on a vécu un rythme plus lent d'investissement du côté de l'efficacité des processus. On s'est penché sur l'innovation des produits et je crois que c'était bon de le faire, mais maintenant, je crois qu'on doit penser plus à l'innovation du côté des processus, des procédés pour être plus efficaces du côté de la production. Et d'autres pays ont continué à investir de ce côté-là et leur productivité a augmenté à un taux plus élevé qu'au Canada. Donc, il faut ne pas perdre de vue l'innovation et l'efficacité. Alors, les politiques peuvent contribuer en partie, mais un grand élément est dû à la compétitivité due à l'innovation et l'efficacité. JP, plutôt, vous avez parlé de la main-d'œuvre, de la disponibilité de la main-d'œuvre. D'où proviennent ces travailleurs? Est-ce que c'est de l'étranger? Comment est-ce que ça fonctionne? Nous devons travailler à plusieurs fronts. Du côté de la main-d'œuvre, on doit aller chercher certains bassins de travailleurs non traditionnels, par exemple des gens de l'étranger, il y a aussi les autochtones, il y a certains bassins auxquels on n'a pas eu recours et ces gens pourraient nous aider à régler ces problèmes parce qu'il y a la demande pour la main-d'œuvre augmente et voilà pourquoi les salaires agricoles ont augmenté. Et ce qui est triste, c'est que même si on a ce marché de la main-d'œuvre qui est serré, le salaire agricole a augmenté très rapidement, mais nous n'avons pas comblé l'écart entre les salaires payés dans le secteur agricole et les secteurs de l'économie entière. Et c'est difficile à entendre ça, mais voilà la situation dans des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan. C'est un défi important. On a parlé de la croissance des marchés de l'exportation, mais on doit se demander, est-ce qu'on peut augmenter notre production? Et la main-d'œuvre, c'est un de ces moteurs. Alors, on travaille aussi à élargir le bassin de la main-d'œuvre, mais au niveau de l'entreprise aussi, on a besoin de s'assurer d'avoir une stratégie pour conserver notre main-d'œuvre, pour former ces gens aussi. Et ce n'est pas quelque chose à laquelle on vous efface par le passé, c'est un problème émergent dans notre secteur. On a aussi parlé de l'importance relative du marché biologique du côté des importations et exportations. Alors, ça représente quelle proportion du marché? C'est assez important. Certains aiment parler de créneaux du marché, non, pour le segment de l'alimentation biologique ou de l'alimentation locale. Moi, j'aime pas utiliser cette expression parce que c'est comme si c'était un petit marché. Mais pensez à un marché de créneau, un créneau du marché comme tout type d'aliments biologiques ou tout autre marché, créneau de marché. Si on veut reconnaître l'importance, on doit envisager l'importance
du côté du marché canadien, mais aussi du côté du marché américain. Donc pour un grand transformateur qui a des usines à divers endroits au monde, ce qui constitue un créneau, un petit créneau du marché pour eux, ça peut être quelque chose de très important. Et pour un transformateur canadien qui pourrait penser à la région de l'Est du Canada et de l'Est des États-Unis. J'ai parlé du marché bio parce que c'est un marché qui avait une grande croissance et on sait qu'une certaine part du marché a été comblée par des importations. Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour croître ce marché-là. On dit on est un grand importateur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire concurrence, identifier les secteurs du marché où la croissance est la plus élevée et élargir la production. Mais je crois qu'on doit penser à euh, s'occuper de petits créneaux du marché qui sont assez importants. Parce que le petit créneau de marché, ça peut être très important et ça peut être une bonne stratégie. On a déjà parlé du taux d'intérêt qui doit demeurer bas pendant une période de temps, qui ne va pas changer. Et ça, c'est lié à des éléments du taux de change dans notre relation avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut diversifier à la transformation alimentaire? Est-ce que ça, c'est une situation à court terme ou à long terme? Est-ce qu'on devrait apporter des changements importants? Ce n'est pas une situation permanente. Si vous examinez les perspectives pour les taux de change et taux d'intérêt, mais je dis que je pensais que les taux d'intérêt demeureraient bas. Ça nous permet à investir maintenant. Sur des problèmes du côté de la productivité, c'est le moment d'aborder ces problèmes. Alors, les taux d'intérêt ont été bas pendant assez longtemps et je ne crois pas que c'est avant la fin de 2015 que les taux d'intérêt vont augmenter. Notre dollar a une valeur la plus basse qu'elle a eue au cours des 20 derniers mois, mais je ne crois pas que ça aussi, ça sera une situation permanente. Je crois que ça dépend de différents facteurs du marché. Tout le monde parle du prix du pétrole. Le prix baisse à cause de l'approvisionnement. L'offre est plus grande. C'est une guerre des prix de vieux style maintenant. Alors nous avons donc la possibilité d'aller de l'avant. Et pour la Chine, c'est une bonne perspective, la Chine, du côté de la transformation alimentaire. Si on pense à la diversification qu'on a constatée du côté des exportations alimentaires canadiennes, ça a été une diversification de nos produits qui vont vers la Chine. Alors, on n'a pas pu augmenter les exportations de ce côté-là aux autres pays, ça a surtout été vers la Chine. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines années, mais on devra envisager d'autres marchés que la Chine. Alors, est-ce que vous avez des idées quant au partenariat transpacifique et ce que ça pourrait représenter pour les secteurs à gestion de l'offre? Alors, on ne peut qu'imaginer, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une entente conclue pour le PTP en 2015? Moi, je dirais que ça va dépendre de ce qui se passe aux États-Unis. On a besoin du leadership des Américains pour conclure un accord PTP. Et du côté du leadership américain, ils ont d'autres chats à fouetter pour les 2 à 3 prochaines années. Le Congress et le président vont discuter de plusieurs choses. Je ne crois pas que les échanges commerciaux sont un enjeu des prioritaires. Ils doivent parler de leur budget, ils doivent parler d'immigration. Donc je ne crois pas que l'entente sera conclue en 2015 pour le PTP. Si on veut penser aux conséquences pour les secteurs à gestion de l'offre,
peut-être qu'on pourrait examiner l'entente commerciale entre l'Australie et le Japon. Ces deux pays ont conclu une entente il n'y a pas très longtemps, une entente bilatérale, commerciale. Et c'est intéressant parce qu'on sait que le Japon est un importateur important d'aliments et nous savons que l'Australie est un exportateur agricole important. Si on examine cette entente, c'était assez limité comme effet. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour l'exportation de porc australien, pas beaucoup de possibilités pour l'exportation de produits laitiers. Alors peut-être pour le PTP, on peut s'inspirer de ce qui se passe entre le Japon et l'Australie, parce que j'ai dit que les États-Unis doivent aussi faire preuve de leadership. Je crois que c'est la même chose pour le Japon, pour le PTP. Une dernière question, et ça concerne le lien au prix du pétrole. Est-ce que ça pourrait représenter pour les céréales qui vont aux biocarburants, pour la provende, pour le taux de change avec le dollar américain? Comment est-ce que tout ça s'imbrique? Le pétrole, pour moi, baisse à cause d'une guerre des prix. Les pays d'exportation de pétrole traditionnel veulent contrer la production augmentée aux États-Unis et aux autres fournisseurs émergents, comme le Canada aussi. Donc, ça dépend de l'offre présentement, ce qui est bon, parce que si le prix du pétrole demeure bas longtemps, ça voudra dire que ça pas seulement du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. La demande baisse pour l'huile maintenant. La demande pourrait baisser et si elle continue à diminuer jusqu'en 2015, jusqu'à la deuxième moitié de 2015, c'est peut-être là où nous faisons face au plus grand risque pour l'agriculture. Donc une demande moindre pour le pétrole, qui pourrait aussi être reflétée par une baisse du côté de la demande pour les produits agricoles. Le Japon entre dans un genre de mini-récession présentement. Les marchés émergents ralentissent leur rythme. Ça ne m'inquiète pas encore, mais le plus grand risque, vraiment, c'est que c'est lié à la demande. Voilà pourquoi il faut surveiller le prix du pétrole. Si le prix du pétrole continue à baisser longtemps, je penserais que donc c'est plus que seulement l'offre, parce que moi je pense qu'une fois que les pays exportateurs du pétrole vont être satisfaits que les États-Unis ne vont pas augmenter leur rythme de production, ne vont pas le garder au même rythme que pendant les dernières années. Une fois qu'ils en seront sûrs, cette guerre des prix va se terminer. Mais notre dollar n'est pas aussi bas qu'il n'est à cause de la baisse des prix du pétrole. Ça a commencé à arriver cet été avant la chute du prix du pétrole. La chute du UR a commencé il y a 2 ans. C'est parce que les perspectives canadiennes et américaines sont devenues différentes. La perspective économique des États-Unis s'est améliorée plus rapidement que nous. Et quand il y aura un effet de rebondissement où notre économie sera améliorée à cause de l'amélioration de la situation américaine, donc ça sera en 2017, ça va s'améliorer. Mais il faut surveiller le prix du pétrole, parce que si le prix demeure bas, longtemps, ça va avoir une influence sur la demande pour les produits agricoles. Mais je ne crois pas qu'il soit une bonne stratégie de penser que le dollar canadien va demeurer bas longtemps. Merci beaucoup, JP. On a dépassé un tout petit peu le temps qui nous était alloué. Ça reflète la bonne qualité des questions qui ont été posées et l'intérêt des gens dans votre perception des enjeux des échanges commerciaux. J'ai bien aimé voir ces cartes où vous nous parlez des perspectives prometteuses
Même si la Chine ne croît pas à la même vitesse, nos relations très particulières avec les États-Unis, où il y a une possibilité d'augmentation du côté de la transformation alimentaire. Il y a ces percées intéressantes en ce qui a trait au marché du Corée du Sud, et il y a aussi l'Inde qu'il faut surveiller. On sait que rien n'est certain au monde, mais vous nous avez aidé à mieux comprendre la situation et à être à l'affût d'indications précoces de changement. Merci pour cet exposé. Pour ceux qui s'intéressent à l'écouter de nouveau, ça sera mis en archive. Vous pouvez passer au site web de Financement Agricole Canada et Gestion Agricole du Canada si vous voulez les revoir. Il y a d'autres exposés qui sont archivés là. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère vous revoir bientôt. Merci, JP.